Pleurer au cinéma, c'est éprouver l'impact des images. Le principe de suspension consentie de l'incrédulité est perçu comme un acquis. Les théoriciens de la fiction, et notamment de la science-fiction, baptisent en général suspension d'incrédulité, l'opération mentale qui consiste, lorsqu'on a des soupçons sur la vérité possible d'une prémisse ou d'une hypothèse, à passer outre, à suspendre les réserves que l'on peut avoir quant à sa vérité et à aller de l'avant. On se conforme aux procédés de mise en scène et à leur illusion. Cette suspension, bien que consentie, est involontaire. On attend d'un film qu'il nous fasse oublier notre consentement. Les critiques apparaissent lorsque les spectateurs perçoivent clairement les effets et n'ont l'intention des auteurs de nous faire croire au récit. La manipulation émotionnelle des images, particulièrement dans les séquences mélodramatiques, est souvent décriée. Alors que l'excès de certains films est apprécié, l'excès du tire-larme est plutôt considéré comme une faute de goût. Malgré la diversité du spectre émotionnel humain, une mise en scène tentant de faire pleurer est souvent mal vue, illustrant un mépris du mélodramatique dans la critique du cinéma. Un début de manipulation émotionnelle au cinéma instaure une barrière mentale dans la tête des spectateurs. Cela a pour effet d'interrompre l'engagement avec l'œuvre. On se met à intellectualiser ce qu'on regarde et on ne s'intéresse plus au récit. L'œuvre est alors rapidement disqualifiée et ses procédés sont superficiellement analysés. Je fais l'hypothèse que peu de cinéphiles se demandent pourquoi le mélodrame les insupporte plus que la comédie. Dans un monde où la critique de films privilégie la subtilité, mais qui voudrait défendre le mélodramatique ? Les enjeux de légitimité dans les milieux cinéphiles renforcent ce déséquilibre. Certains théoriciens et universitaires du cinéma ont décidé de prendre le mélo au sérieux. Linda Williams, professeure émérite à Berkeley, se consacre à l'étude du mélodrame dans le cadre des études féministes du cinéma. Dans son ouvrage Film Bodies, Genre and Excess, elle examine l'excès dans les genres du porno, de l'horreur et du mélodrame. Williams souligne qu'ils sont qualifiés de genre du corps en raison de leur capacité à susciter des réactions physiques chez le spectateur. La catégorisation de ces films au sein de ces genres possède une forte dimension culturelle. Ils recourent systématiquement à l'excès. Les mélodrames, par exemple, sont souvent jugés excessifs en raison de leurs émotions visibles et intenses. Elle cite les romans à l'eau de rose, que l'historienne littéraire Anne Douglas désigne comme du porno émotionnel doux pour les femmes. Williams suggère que ces excès ne sont pas simplement gratuits, mais possèdent une valeur fonctionnelle et systématique. Elle met en évidence la distance entre les spectateurs et le mélodrame. Linda Williams remet en question la dimension gratuite souvent reprochée des mélodrames. Ce qui semble distinguer ces genres particuliers des autres, c'est un manque apparent de distance esthétique, un sentiment de surimplication dans la sensation et l'émotion. Nous nous sentons manipulés par ces textes, une impression que le langage familier même de tire-larme exprime. La rhétorique de la violence du fait de se faire tirer quelque chose suggère à quel point les spectateurs se sentent trop directement, trop viscéralement manipulés par le texte. Les émotions suscitées par les mélodrames sont analysées à travers les concepts de fétichisme, voyeurisme, sadisme et masochisme. Ces termes, associés à la perversion, désignent un excès sexuel, détourné de ses objectifs propres vers des objectifs ou objets de substitution, comme l'objet du fétiche. Malgré leur apparence excessive ou gratuite, les plaisirs pervers de la visualisation des films sont considérés comme fondamentaux et souvent normalisés dans le contexte cinématographique. Par exemple, le voyeurisme est une dimension essentielle de l'expérience cinématographique. La professeure analyse le supposé masochisme des spectatrices de films mélodramatiques, où elles prendraient plaisir à s'identifier à la souffrance des personnages féminins. Cependant, elle note que les spectatrices ne sont pas limitées à l'identification avec la femme vertueuse et sacrificielle. Elles sont encouragées à adopter plusieurs positions subjectives, incluant une observation empathique de leur propre souffrance. Ainsi, elles peuvent ressentir de la compassion sans s'identifier complètement au personnage. Williams souligne la présence d'un mélange d'attitudes passives et actives, avec une oscillation entre ces deux pôles. Les spectatrices ne s'identifient pas seulement de manière passive à la souffrance, mais aussi activement à d'autres aspects des personnages. L'idée clé est que l'identification des spectatrices n'est ni fixe ni entièrement passive, permettant une expérience de visionnage plus complexe que la simple complaisance dans la misère. L'utilisation de sexe, violence et émotion dans les genres du corps n'est pas gratuite, mais sert des fonctions précises. Ces éléments abordent des problèmes persistants de notre culture, nos sexualités et nos identités. Ils traitent de questions profondes et récurrentes, et offrent des moyens de les comprendre et de les gérer. Plutôt que d'être superflus, ils sont intégrés au récit pour proposer des solutions ou des exutoires aux tensions culturelles.
Dans les mélodrames, le pathos de la perte est central. Ce pathos, lié à la tristesse ou à la douleur émotionnelle, souvent due à la perte d'êtres chers, ou à des sacrifices personnels, est exploré à travers des variations de cette perte. Les mélodrames permettent aux spectatrices de vivre, comprendre et peut-être surmonter ces émotions à travers des récits répétitifs mais diversifiés. Dans leur essai classique « Le fantasme et les origines de la sexualité », Jean Laplanche et J.B. Pontalis affirment que le fantasme n'est pas tant un récit qui met en scène la quête d'un objet de désir qu'un cadre pour le désir, un lieu où se rencontrent le conscient et l'inconscient, le moi et l'autre, la partie et le tout. Le fantasme est le lieu où les subjectivités, désubjectivées, oscillent entre le soi et l'autre, sans occuper de place fixe dans le scénario. Dans les 3 genres corporels abordés ici, cette composante fantastique a probablement été mieux comprise dans le film d'horreur, un genre souvent considéré comme appartenant au fantastique. Williams note que cette composante est souvent mal comprise dans les mélodrames, perçus comme plus réalistes en raison de leur traitement des problèmes sociaux. Les critiques fréquentes de ces genres, leur improbabilité, leur manque de complexité psychologique et leur répétitivité deviennent inopérantes si l'on comprend que ces traits sont essentiels à leur engagement avec la fantaisie. Ces caractéristiques ne sont pas des défauts, mais des éléments clés permettant d'explorer des fantasmes fondamentaux à travers une temporalité contradictoire. Chaque fantasme a sa propre structure temporelle pour résoudre les problèmes qu'il pose. Dans les films d'horreur, l'angoisse provient de l'agression du monstre ou du tueur qui arrive trop tôt, tandis que les rencontres se produisent toujours trop tard, laissant les personnages en quête d'une connexion hors de portée. Les mélodrames, en revanche, déclenchent les larmes grâce à une temporalité différente liée à la perte et à la souffrance émotionnelle. Le critique italien Franco Moretti a soutenu, par exemple, que la littérature qui nous fait pleurer opère par une manipulation particulière de la temporalité. Ce qui déclenche nos pleurs n'est pas seulement la tristesse ou la souffrance du personnage de l'histoire, mais un moment très précis où les personnages de l'histoire rattrapent et réalisent ce que le public sait déjà. Nous pleurons, affirme Moretti, non seulement parce que les personnages le font, mais aussi au moment précis où le désir est enfin reconnu comme futile. Le relâchement de la tension provoque des larmes, qui deviennent une sorte d'hommage à un bonheur auquel on a dit adieu. Le pathos est donc un abandon à la réalité. Les tire-larmes et les séquences mélodramatiques invitent les spectateurs à explorer leurs désirs et identités. Williams propose que nous nous trompons en supposant que les spectateurs reproduisent simplement les émotions montrées à l'écran. Cette idée reçue implique que les spectateurs ressentent de manière directe et simple les émotions des personnages. En réalité, leurs réactions sont façonnées par des contextes culturels et sociaux complexes et ne sont pas de simples réponses aux stimuli visuels ou narratifs. Dans l'article Beyond Sadness, The Multi-Emotional Trajectory of Melodrama, Julian Haneke, Winfried Menninghaus et Steve Wilder explorent la diversité des émotions qu'une scène de mélodrame peut susciter en analysant une séquence du film 21 grammes, réalisé par Alejandro González Iñárritu. Dans cet article, ils remettent en question la vision réductrice qui limite les effets émotionnels de ce genre à la tristesse, la pitié et à la capacité de faire pleurer. Historiquement, les études sur le mélodrame ont été simplistes, se concentrant sur des aspects stylistiques et idéologiques, en négligeant l'impact affectif. La tendance prédominante est de réduire les mélodrames aux émotions principales qu'ils suscitent. L'article démontre comment le mélodramatique englobe bien plus que des émotions primaires. Les scènes d'annonce de mort, courantes dans le mélodrame, apparaissent aussi dans d'autres genres, comme les films de guerre, d'action et les films indépendants. Contrairement aux obstacles habituels liés aux objectifs du protagoniste, ces scènes se concentrent sur sa souffrance et cherchent à émouvoir le spectateur en dehors des conventions narratives traditionnelles. Au tournant du XXe siècle, le Japon et la Russie, deux puissances impérialistes, convoitent la Mandchourie et la Corée. Les négociations échouent. Le 8 février 1904, le Japon attaque la flotte russe à Port Arthur, débutant la guerre russo-japonaise. Un blocus naval et un siège de Port Arthur furent imposés par le Japon, entraînant des combats intenses et des pertes considérables. La technologie militaire moderne a joué un rôle important dans la bataille, avec l'usage efficace de l'artillerie et des tranchées par les Japonais. Après des mois de siège, les Russes capitulent le 2 janvier 1905, marquant une victoire majeure pour le pays du soleil levant. Malgré cette victoire éclatante,
Les Japonais survivants restent profondément traumatisés par les lourdes pertes humaines et les horreurs du siège. L'euphorie de la victoire permet-elle de réparer les cœurs meurtris? Facilite-t-elle le deuil? C'est exactement ce que raconte le film Port Arthur, réalisé par Masuda Toshio en 1980, notamment dans une puissante séquence vers la fin du long métrage. Ce que l'article sur 21 grammes relève est aussi convoqué dans cette séquence finale du film. Le 14 juin 1906, le commandant des forces militaires japonaises, Maresuke Nogi, interprété par l'illustre Nakadai Tatsuya, est convoqué par l'empereur en personne pour faire un rapport détaillé de la victoire. Un plan moyen montre le général tenant son discours d'une main tremblante. Le plan suivant dévoile, en amorce, le dos de Nogi avec l'empereur en arrière-plan sur son trône. Un plan large présente tous les personnages présents à l'événement, chacun placé de manière précise pour révéler les dynamiques de pouvoir. L'empereur et Nogi apparaissent isolés, tandis que les autres sont présentés comme des témoins de leur conversation. La décoration de la pièce et le placement des personnages renforcent la solennité de la situation. Un gros plan sur une photo officielle en noir et blanc, des enfants de Nogi décédés lors du conflit, introduit une première rupture de sens. Le récit contredit l'effet positif attendu du discours de Nogi. Ce plan introduit une nouvelle unité de temps et de lieu, superposée au discours en voix off, montrant la femme de Nogi pleurant la perte de leurs enfants. Le plan suivant revient à une variation du premier, mais cette fois, les mains de Nogi tremblent d'autant plus. La séquence présente ensuite le contre-champ du plan où Nogi était en amorce, cette fois avec l'empereur en amorce. La structure en deux parties de la séquence, avant et après l'introduction de la photo, permet au récit de développer le pathos tout en établissant une contradiction de sens, un récit de victoire à la tonalité de défaite. La deuxième rupture survient lorsque l'émotion submerge le général, le conduisant à prononcer des mots dont il ne réalise pas encore pleinement les implications. Nogi fait de plus en plus de pauses, ferme les yeux et la caméra se rapproche alors davantage. Il tremble encore plus. Lorsque la caméra est très proche de son visage, des images de massacre apparaissent en surimpression. La musique se fait entendre et un flashback onirique intensifie les regrets de Nogi. La séquence passe alors à un régime de réaction. Les caméras se rapprochent des visages des témoins, notamment celui de l'empereur et de sa femme, dont les réactions subtiles sont perceptibles. Un gros plan inédit sur le visage de Nogi marque la dernière étape de sa transition émotionnelle. Il ouvre les yeux. Malgré ses efforts pour éviter le regard de l'empereur, il finit par le regarder, lui et le spectateur, comme un ultime appel à l'identification. Incapable de rester debout, le général s'effondre, poussant l'empereur à se lever. Dans un grand geste d'empathie, l'empereur brise les conventions et s'agenouille près de lui, en lui touchant l'épaule. Le montage revient à un plan large montrant la nouvelle disposition des personnages. L'empereur se trouve désormais aux côtés de Nogi, son trône vide. Un texte apparaît à l'écran, relatant les suites historiques de ces événements, sur l'avènement sanglant de la prise de pouvoir militaire et une nouvelle époque marquée par les horreurs de la guerre. La puissance émotionnelle de cette séquence finale réside dans une accumulation magistrale d'effets et de mise en scène, créant un contraste saisissant avec la retenue émotionnelle du personnage de Nogi tout au long du film. Cette tension contenue se relâche soudainement, provoquant une véritable explosion de sensations diverses. C'est précisément celui qui ne doit pas craquer qui finit par craquer, rendant le moment encore plus poignant et bouleversant. Cette séquence est construite sur un suspense palpable. En effet, la figure de l'empereur occupe une place très particulière au Japon. Cela incite de nombreux artistes à ne pas représenter l'empereur dans leurs œuvres. En tant que symbole vivant de l'unité et de la continuité de la nation, il revêt une dimension presque sacrée, rendant toute interaction avec lui particulièrement délicate et chargée de significations profondes. Nogi évolue dans un cadre institutionnel strict pour annoncer une victoire militaire au souverain suprême, dont la dimension mystique est omniprésente. Chaque geste, chaque parole prononcée devant l'empereur est minutieusement codifiée, contribuant à créer une atmosphère de tension et d'anxiété. La séquence se divise en deux temps, renforçant le suspense. D'abord une anxiété et une tension face à l'idée de s'adresser à l'empereur, puis le risque social potentiel lié à une perte de contrôle émotionnel devant cette figure symbolique puissante. Dans la première partie de la séquence, l'attente et l'incertitude sont palpables. Nogi doit rassembler tout son courage pour faire face à l'empereur, sachant que le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour lui, mais aussi pour son honneur et sa réputation. La pression est immense. La tension atteint son paroxysme lorsque l'empereur, d'un geste inattendu, pose sa main sur l'épaule de Nogi. Ce geste de l'empereur Meiji, simple mais chargé de signification, apporte un soulagement immense. Pour le spectateur, il symbolise non seulement la reconnaissance et l'approbation du souverain, mais aussi une humanisation de cette figure lointaine, presque divine. Le contact physique entre le général et l'empereur transcende les rigidités protocolaires, créant un moment de connexion authentique et profondément émouvant.
Ainsi, la scène parvient à capturer et à transmettre toute la complexité des émotions et des enjeux sociaux qui entourent cette interaction unique, laissant une impression durable et profonde. Le terme tire-larme évoque souvent, dans les imaginaires critiques, un certain type d'émotions et d'affects négatifs, tels que la tristesse et le chagrin. Pourtant, les séquences mélodramatiques peuvent, en plus du suspense dont nous avons parlé, exprimer des affects positifs puissants. Dans cette séquence, Nogi est observé par 3 personnages clés, dont l'empereur et sa femme. En raison de son statut impérial, Meiji, bien que visiblement touché par Nogi, ne le console pas immédiatement. Sa femme finit par verser une larme. Cependant, à travers les plans qui insistent sur le regard de Mifune, le récit permet au spectateur de percevoir ce regard comme un acte de compassion prosociale. De plus, la capacité de l'empereur à retenir ses larmes suscite une forme d'admiration, celle de ne pas devenir le centre de la séquence au détriment de Nogi. L'empereur subit une transformation émotionnelle au cours de la scène lorsqu'il se lève pour toucher l'épaule de Nogi. Cette transformation produit un autre type de sentiment, une satisfaction qui s'ajoute à celle générée par le suspense. Le fait d'avoir la confirmation totale de l'empathie de l'empereur, dans une maîtrise de soi au bord de l'éclatement, exprime un sentiment de gratitude et de sécurité, perçu comme une source de plaisir et d'admiration pour le spectateur. La participation prosociale des autres personnages renforce le sentiment de communauté, créant une expérience émotionnelle riche et complexe, qui va au-delà des simples affects négatifs. Les auteurs de l'article explorent la possibilité que l'émotion de tristesse du spectateur puisse être expliquée par le modèle d'interaction parasociale. Selon ce modèle, développé dans les années 50 et largement utilisé et discuté dans les études sur la communication de masse et la psychologie des médias, les comportements des spectateurs envers les individus à la télévision et les personnages fictifs au cinéma est similaire à leur comportement envers les individus dans la vie réelle. On pourrait supposer qu'un attachement parasocial fort à un personnage fictif, construit sur une certaine durée, peut entraîner de la tristesse lorsque ce personnage subit une tragédie. Port Arthur construit le personnage de Nogi à travers la figure du général de guerre patriote et rationnel, qui face à la nouvelle mort de ses enfants, reste de marbre par devoir, jusqu'à ce que le poids devienne trop dur à porter. Ce contexte narratif prépare les excès stylistiques de la séquence finale, remet en question la conception dogmatique selon laquelle la tristesse est l'émotion dominante dans le mélodrame. Dans cette scène particulière, la tristesse en tant qu'émotion concrète dirigée vers un objet intentionnel est centrée sur une perte personnelle, qui est ressentie par le spectateur seulement dans une certaine mesure. En fin de compte, le terme le plus raisonnable pour décrire l'émotion ressentie par le spectateur dans cette scène est la pitié, étant donné la distance fictionnelle. En plus de tous les effets de mise en scène dans le contexte de la narration du film, les séquences mélodramatiques peuvent susciter des émotions par un biais méta. Julian Hannick, Winfried Meininghaus et Steve Wilder mettent en avant dans leur article les concepts d'émotions de fiction et d'émotions artefacts développés par le professeur Ed Tan. Les émotions de fiction sont les réactions émotionnelles que les spectateurs éprouvent en réponse aux personnages et aux événements de l'histoire fictive d'un film. Par exemple, un spectateur peut ressentir de la tristesse lorsque le héros subit une perte ou de la joie lorsque les personnages atteignent leurs objectifs. Ces émotions sont directement liées à l'intrigue et aux actions des personnages et aux situations dramatiques présentées dans le film. Quant aux émotions artefacts, elles se réfèrent aux réactions émotionnelles que les spectateurs éprouvent vis-à-vis des aspects formels et esthétiques du film en tant qu'œuvre d'art. Cela inclut l'appréciation de la réalisation, de la technique, de la beauté visuelle, de la musique, de la mise en scène, du montage et de la performance des acteurs. Les émotions artefacts proviennent d'une perspective d'appréciation plutôt que d'une immersion dans la narration. Par exemple, un spectateur peut ressentir de l'émerveillement face à une séquence particulièrement bien réalisée ou être impressionné par la performance d'un acteur, même si ces aspects ne sont pas directement liés à l'histoire racontée. Ethan explique que les spectateurs peuvent alterner rapidement entre ces deux types de perspectives émotionnelles. Elles peuvent passer d'un mode d'implication à un mode d'appréciation, de manière fluide. Par exemple, dans le film Port Arthur, les émotions de fiction peuvent être ressenties à travers l'évolution du personnage de Nogi, son effondrement émotionnel et la réaction des autres personnages. Parallèlement, les émotions artefacts peuvent être éprouvées par l'admiration des performances des acteurs, la mise en scène et le montage. Les spectateurs peuvent ainsi ressentir de l'émerveillement devant la capacité du film à combiner ces éléments formels pour produire une expérience émotionnelle puissante. Thomas Morsch rappelle que les larmes versées au cinéma s'accompagnent souvent de la connaissance par le spectateur de leur artificialité et qu'elles peuvent donc donner lieu à un examen technique critique de la part du spectateur pour évaluer le travail de l'acteur. Les auteurs de l'article suggèrent que l'intensité émotionnelle d'une scène peut offrir au spectateur une opportunité de ressentir des émotions méta-artefacts positives. Ces émotions sont une réaction réflexive où le spectateur est conscient non seulement de l'émotion générée par la scène, mais aussi de l'effet puissant que l'œuvre artistique a sur lui. Ils évoquent le philosophe Jess Prince, qui mentionne que nous pouvons ressentir une surprise positive ou un plaisir en marquant à quel point une œuvre d'art nous affecte comparativement à d'autres œuvres.
Ce sentiment va au-delà de la simple appréciation de la scène en elle-même. En d'autres termes, nous ne ressentons pas seulement du plaisir en raison de l'effet intense d'une scène spécifique, mais nous sommes également émerveillés par la puissance que le film peut exercer sur nous. Le concept d'émotion méta-artefact peut sembler contre-intuitif par rapport à la doxa critique qui prône l'idée qu'un film devrait immerger le spectateur dans son univers narratif sans rappeler explicitement sa nature d'œuvre cinématographique. Cette perspective critique valorise l'idée que le spectateur doit être transporté dans l'histoire et les émotions des personnages, sans être distrait par des éléments formels ou esthétiques, qui pourraient le ramener à la réalité du processus de création cinématographique. Le spectateur peut être conscient de la mise en scène tout en ressentant une immersion émotionnelle dans l'histoire. C'est pour cette raison que la dimension cliché et excessif des effets de réalisation du mélodrame peuvent quand même faire ressentir une multitude d'émotions au spectateur, qui a une connaissance préalable de ces clichés et de mise en scène. Le rejet de ce type de processus cinématographique est plus de l'ordre intellectuel que véritablement émotionnel. Affirmer cela ne signifie évidemment pas qu'il n'existe pas de séquences larmoyantes mal exécutées. Cependant, cela soulève la question de savoir si certaines barrières intellectuelles pourraient nous empêcher d'apprécier pleinement ce type de mise en scène et d'en explorer toute la profondeur.